Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré au retour d'expérience de la crise Covid-19 organisé par le SCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et je suis ravie d'animer cette session avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonjour Nada, bonjour et bienvenue à l'ensemble des participants qui nous rejoignent et qui sont fidèles, on les en remercie. Et puis également un grand bonjour et un grand remerciement auprès d'Enrique Casalino et de Hugues Lefort qui seront présentés très rapidement. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir tous ce soir et n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat et nous aurons le plaisir, Jean-Luc et moi-même, de les relayer à nos experts. Je précise également que cet échange est enregistré et sera disponible en replay sur la nouvelle chaîne YouTube Manager Santé. Sans plus tarder, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le professeur Enrique Casalino, que nous avons pu suivre sur les médias durant la crise. Il est directeur médical au GHU, donc le groupe hospitalier universitaire Paris Nord Université de la PHP, et responsable des urgences de l'hôpital Bichat à Paris. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous avez participé à la rédaction d'un livre avec un focus sur la gestion des risques aux urgences. Absolument. Le voici d'ailleurs, donc un ouvrage qu'on représentera à la fin de ce webinaire. J'accueille également Dr Hugues Lefort, médecin en chef du service de santé des armées. Vous êtes médecin militaire des forces et vous avez exercé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, vous êtes le chef de la structure des urgences de l'hôpital d'instruction des armées, le GUEST à Metz. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir pour discuter avec Enrique de cette crise. Merci de votre disponibilité. Vous avez également co-rédigé un livre qui propose un focus sur l'implication des patients, justement. Oui, complètement. Le patient partenaire et le patient expert est souvent oublié et est un levier et un facilitateur dans la prise en charge. Il a du temps, souvent, et il nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la qualité de nos prises en charge. Et nous avons d'ailleurs avec nous ma co-auteure, Thérèse Tsuc. Bien, bienvenue à Thérèse, bienvenue à tous les deux. Merci encore de votre disponibilité. Alors aujourd'hui, nous ne ferons pas un Paris-Brest, mais un Paris-Metz. Alors encore une fois, bienvenue à l'ensemble des participants qui sont très nombreux comme à chaque fois. Et c'est vrai que la thématique qui est proposée aujourd'hui donc est en lien naturellement avec la pandémie du Covid-19. Et nous avons la chance d'avoir donc deux médecins, deux praticiens qui exercent chacun dans des périmètres professionnels différents. Et d'ailleurs, ça va être une des premières questions qu'on va leur poser, à la fois pour donner le vécu de cette expérience du Covid-19 en fonction de l'environnement dans lequel vous avez été amené donc, à assurer une intervention, je dirais, dans un contexte de crise. Alors, je vais proposer à Hugues peut-être de présenter dans un premier temps ton périmètre d'exercice professionnel qui est tout à fait singulier d'ailleurs, donc tu nous en diras un petit peu plus. Et puis ensuite, donc Enrique, même chose, pourra parler un peu de son périmètre. Et ce qui nous intéresse, première question, c'est le vécu finalement de cette pandémie. Tout à fait, donc je vais demander à Nada de mettre la slide 2. Donc pour vous dire, voilà, moi je suis chef de service d'un service de moyenne taille qui a une particularité, qui est en centre-ville de Metz, dans la région du Grand Est, et nous avons été, suite à nos camarades du Haut-Rhin, nous avons été les seconds à être impactés par le Covid, 5 jours après la vague qui avait submergé le Haut-Rhin. Et 5 jours, ça a été un temps très très important pour pouvoir se préparer et éviter de se prendre les mêmes écueils, les mêmes problématiques que nos camarades de Mulhouse, de Strasbourg et de Colmar. Donc l'ambiance un petit peu chez nous est particulière puisque nous n'avons plus de réanimation, nous n'avons pas de chirurgie et nous sommes en centre-ville. Et donc il nous fallait nous réorganiser très vite
pour pouvoir prendre en charge des patients suspects de Covid. Et des patients, on a bien vu progressivement que ces patients-là certains n'étaient pas suspects et finalement ça en était. Et donc très rapidement, nous avons configuré tout notre système pour pouvoir monter en charge avec un risque qui était systématiquement lié aux patients. Et à tout moment, on pouvait passer d'un patient, le faire repartir sur une autre filière. Donc là, vous voyez par exemple l'hôpital de Guest qui se situe près de la frontière allemande. Et nous avons pu, par exemple, notre service d'accueil des urgences vitales, en fait, on a retiré un maximum de matériel à l'intérieur pour faire les zones propres à l'extérieur et pour pouvoir mettre à l'intérieur quelqu'un qui était malade ou quelqu'un qui était non malade et avoir des facilités au quotidien pour pouvoir nettoyer et réarmer très rapidement chaque zone de prise en charge des patients où il devait arriver le plus vite possible à son endroit définitif et éviter en fait de faire des étapes successives. Et puis, on a dû réorganiser, vous voyez, en mettant en place des systèmes de structure un petit peu mobiles avec vous voyez, des systèmes transparents ainsi que vraiment des vraies structures en bois, hein, très, 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 très solides, faites pour durer. On a eu le choix de faire des tentes à l'extérieur. Il faisait très beau la première semaine. L'équipe, on a fait le choix de se mettre de façon pérenne en disant que la crise, le risque était quelque chose qui allait pouvoir durer et qu'on ne savait pas, il fallait pas dissocier les équipes, il fallait être très réactif, très agile dans cette crise-là. Alors ensuite, le périmètre était un peu plus large aussi. Et là, je te demanderai de mettre la salle 3, s'il te plaît. Puisque dans le Grand Est, nous travaillons déjà depuis longtemps dans ce qu'on appelle l'équipe territoriale. Et donc, nous allons faire du SAMU, du SMUR en hospitalier pour aider notamment Thionville. Et puis, nous avons fait aussi des transferts secondaires, notamment sur Essen ou sur l'Autriche, avec les aéronefs militaires. Et j'ai eu l'occasion d'être le premier avec mon camarade Balkoviak, qui est colonel de réserve, pour le premier transfert sur les NH90 militaires, ce qui a permis de faire un retour d'expérience et de pouvoir, nous espérons améliorer la suite des transferts. En tout cas, voilà. Donc là, vous avez aussi un patient. On a fait beaucoup de simulations, on a créé des protocoles en fait spécifiques où on s'attendait à voir plusieurs personnes à intuber en même temps ou quasiment de façon consécutive. Et c'est aussi ce qui est arrivé la mi-mars, puisqu'on a eu dans le même week-end plusieurs personnes à intuber en même temps. Il fallait complètement se décentrer de notre structure pour pouvoir parler intelligence collective et une organisation beaucoup plus large qui était coordonnée par l'ARS. Alors, si tu me permets, Hugues, on prend au fur et à mesure les questions qui sont posées. Alors, Aude Benoît Catin, qui est une de nos participantes habituées, pose une première question concernant le plan de continuité de l'activité. Elle disait en combien de jours ce plan a-t-il été activé? Est-ce qu'il s'est activé sur un temps, 5 jours, ou est-ce qu'il a fallu tout penser, tout reconstruire sur un délai beaucoup plus long? En fait, c'était quelque chose, Enrique dira un peu comment ils ont fait, mais depuis 3 ans, avec le départ de la réanimation, puisqu'on parle d'équipe territoriale et nos réanimateurs et chirurgiens militaires sont partis sur le CHR, nous avons l'habitude en fait de nous reconfigurer très rapidement. Et là, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a une habitude dans le service, c'est-à-dire c'est le terrain qui guide. Et en effet, très rapidement, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir, alors que c'était un petit peu le chaos, avec en plus des grandes incertitudes, mais ça, on connaît la crise et le gestionnaire de crise. En plus, je suis directeur médical de crise. Le gestionnaire de crise, en fait, doit renvoyer des certitudes alors que tout le monde lui envoie des incertitudes. Et donc, c'est un peu difficile, d'autant plus quand on ne connaît pas l'ennemi. Là, l'ennemi, on le connaissait très, très mal. Donc, il a fallu organiser et innover et surtout, en fait, essayer de repérer dans les différents temps, donc le présent immédiat, comment mettre en sécurité les équipes et les patients, puisqu'il fallait éviter que les patients qui arrivent aux urgences se fassent contaminer par ceux qui arrivaient contaminés, et puis éviter aussi que nos personnels soient contaminés.
Alors nous, on n'a pas eu de problème sur les équipements. Ça s'est bien passé. Et puis, il a fallu aussi créer des structures qui permettaient d'accueillir les patients malades. Voilà. Et ensuite, enfin, avoir des parcours de soins alors qu'on n'a pas de réanimation pour pouvoir anticiper un rapprochement d'un patient qui avait un projet thérapeutique qui passait par une ventilation artificielle, par exemple, le rapprocher avant avant d'être le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'on avait un cut-off, grosso modo, c'est les patients qui étaient dans les services de Covid qui avaient besoin de plus de 6 litres d'oxygène. D'emblée, on se posait la question de les rapprocher d'un service de réanimation. Et au fur et à mesure, en fait, des découvertes, alors qu'au départ, on avait très peur de l'aérosolisation. On avait fait un protocole spécifique sur l'aérosol qu'on faisait dans les toilettes, par exemple, avec un lavage après systématique des toilettes. Et ben, on a eu beaucoup moins peur et puis on a créé des systèmes, et notamment le système Bousignac que l'on a mis en place et qui a permis de faire passer des caps à des personnes très âgées qui ont eu des systèmes de Bousignac, un système fermé. Je vous montrerai sur un autre slide. Et on a mis en place des protocoles aussi progressivement. Alors, on peut mettre cette slide qui est la 6, qui est l'idée que le terrain guide, c'est-à-dire d'abord mettre en place quelque chose qui est accepté par une grande majorité de l'équipe et qui est acceptable par le reste, et retrouver un petit peu des éléments de stabilité qui nous permettent d'ancrer une solution, même si elle est petite initialement, et de créer un protocole qu'on appelle la V1, la version 1, et progressivement, en fait, dans les jours qui suivent, augmenter cette V1 en V2, V3, V4. Mais on a tout de suite un nouveau repère. Le chaos, en fait, de la crise, dans les premiers instants, c'est une perte de repères. Et là, l'idée, c'était de mettre des nouveaux repères sur lesquels, par exemple, la Sauve, qui a complètement changé dans son armement, tout de suite, on a transformé la chose sur le terrain. C'était un petit peu le premier soir, pas forcément très bien organisé. Et puis le deuxième jour, il y a une équipe qui s'est mise à écrire. Et ainsi de suite, et progressivement. Et donc, ça allait très, très vite avec cette intelligence collective, en fait, localement, dans le service, qui travaille déjà depuis un certain temps et là, qui s'est remarquablement exprimée. Merci beaucoup, Hugues. Alors, j'ai une autre question, puis ensuite, on passera la parole. On va faire comme ça, hein, des allers-retours pour permettre d'enrichir les échanges. Alors, j'ai une autre question pendant que tu faisais ton exposé, Hugues. Avez-vous maintenu un circuit Covid négatif? Voilà, donc au moment de la mise en place justement de cette réorganisation active. Alors. Oui, on a quand même maintenu un circuit de Covid négatif. Et donc, on peut le voir dans la slide 3, où en fait, on a fait dès l'entrée, il y avait un questionnaire. Déjà, le patient se prenait en charge au maximum tout seul, avec un minimum de contact avec les secrétaires. On a mis un point d'honneur parce que les secrétaires, c'est quand même le premier rempart de toute l'équipe. Et donc, il fallait absolument former les secrétaires et les protéger. J'étais très inquiète et à juste titre, surtout qu'on est dans des open space, avec, je ne sais pas si vous voyez donc sur la photo en haut à gauche, des marquages au sol avec des zones rouges, des zones jaunes, et le patient en fait faisait lui-même son parcours et écrivait lui-même ses papiers, nous les présentait. On a joué aussi, donc voilà. Et pour limiter les risques, bien sûr, lorsqu'il y avait de la traumato, par exemple, on les mettait sur le secteur non Covid. Mais régulièrement, on a eu des problèmes avec des chevilles, qui étaient des patients qui avaient des problèmes de cheville, par exemple, une entorse de cheville, et qui étaient Covid positifs. Et donc, très, très rapidement, en fait, les règles d'hygiène et de distanciation étaient complètement la norme pour tout le monde. Et dans les deux secrétariats, mais en insistant sur la zone rouge où ils allaient dans un endroit qui était un peu dissocié. Voilà, avec le lavage systématique. Dans la zone d'attente, il y avait des espaces, on avait espacé en fait des îlots de sièges. Et puis ensuite, les mesures d'hygiène, et notamment avec le 4M, c'est la slide 5, qui était qui est en fait un slide. Les 4M, en fait, j'ai pas mal bassiné toute l'équipe depuis le début. Le masse, main, mètre, minute.
Grosso modo, si on ne parle que de masque, on est dans la pensée magique. Si on n'utilise que le fait de se laver les mains, même chose. Il faut qu'il y ait les 4 M en même temps avec la bonne distance, limiter le temps de contact, le nombre de patients, le nombre de soignants au contact et le temps de présence. Et donc tout ça, c'était omniprésent dans la tête de tous les soignants. Voilà. Donc en fait rapidement, on a compris que le patient qu'il était à risque ou pas à risque, on le savait lorsqu'il avait eu son scanner ou lorsque il avait eu sa PCR négative, sachant que parfois ça prenait du temps, donc il fallait aussi les évacuer le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Déjà, voilà, simplement pour présenter un peu le périmètre et puis la manière dont ont été activés extrêmement rapidement, Hugues, en tout cas dans l'environnement dans lequel tu exerces. On sent que les choses se sont mises en place très rapidement. Alors, on va tout de suite demander à Enrique Casalino la même question, c'est-à-dire dans quel périmètre tu exerces actuellement, notamment donc, le périmètre institutionnel. Et encore une fois, la deuxième question, c'est quel est le vécu, comment les choses se sont mises en place dans la complexité, dans ce contexte, je dirais, inédit et inattendu de cette pandémie qui a nécessité de revoir toutes les organisations. Enrique. Merci. Je pense que si je dois partager l'expérience, je crois qu'il faut être très humble pour commencer. Ce nouveau risque infectieux nous a un peu tous mis en échec au début. Nous n'avions pas toutes les données et cette instabilité scientifique, on ne connaissait pas très bien le tableau clinique, on ne connaissait pas le mode de transmission, on ne connaissait pas exactement quelles étaient les caractéristiques cliniques des patients dans leur mode de dégradation. On ne savait pas s'il y avait des formes peu symptomatiques, asymptomatiques ou s'il n'y avait que des formes graves. Donc, au début, nous étions un peu apprentis sorciers. Puisque lorsque nous n'avons pas les éléments de base, on avait du mal à construire un projet qui paraissait raisonnable. Donc, nous nous sommes rendus compte très rapidement que notre premier problème était le périmètre de la réponse. Est-ce que le périmètre de la réponse devait être simplement mon SAU, mon service d'urgence, ou est-ce que je devais imaginer d'emblée un lien très fort, par exemple, avec les SMUR et la médecine de ville? Et il est apparu très rapidement que ceci était essentiel. Et nous avons eu une stratégie de communication très forte, urgence, SAMU-SMUR. Un deuxième élément qui est apparu très rapidement aussi, c'était que même si nous identifions des éléments d'organisation de notre service d'urgence, des circuits dédiés pour les patients Covid, des circuits non dédiés pour les patients pour les patients non Covid, ces règles n'étaient pas généralisables à tous les services d'urgence parce que chacun a des difficultés architecturales, une volumétrie des patients différente. Donc, on avait très rapidement compris que la réponse ne pouvait pas être uniquement au service des urgences et qu'il fallait immédiatement donner une réponse à l'échelle de l'hôpital et immédiatement travailler avec les secteurs critiques qui risquaient d'être concernés, par exemple la réanimation, la gériatrie, les maladies infectieuses, les liens avec les EHPAD et avec les circuits gériatriques en ville, les soins palliatifs. C'était un élément déterminant, surtout au fur et à mesure que l'épidémie avançait, que nous recevions de plus en plus de patients graves. Et je vais vous dire, avec la même vitesse que nous avons compris qu'il fallait réfléchir à l'échelle de l'hôpital, on s'est rendu compte que même l'hôpital n'est plus la cellule de réponse et qu'il fallait imaginer à l'échelle du groupe hospitalier, à l'assistance publique, nous sommes organisés en groupe. Notre groupe Paris-Nord a 9 hôpitaux. Il a fallu immédiatement commencer à dire quelles sont les possibilités de Bichat, de Beaujon, de Saint-Louis, de la Rivoisière, pour vous donner quelques noms des hôpitaux qui sont dans mon groupe. Et même à l'échelle d'un groupe, notre réponse paraissait un peu inadaptée. Et il a fallu commencer, et je me souviens, le premier samedi que l'assistance publique a mis en place une cellule de crise. À l'échelle de l'assistance publique, 35 hôpitaux, on était capable de mobiliser des moyens, de réfléchir à des lits, à réfléchir à des personnels, à réfléchir à des possibilités d'organisation des circuits, des prélèvements, puisqu'il fallait des circuits spécifiques pour nos prélèvements, que ce soit dans les laboratoires
quotidien, la biochimie, la NUM, les hémocultures, que pour la viro. Et donc, on voyait bien que c'était la capacité d'une institution de répondre. Mais même une institution comme l'assistance publique ne pouvait pas faire face sans le soutien de l'ARS. Parce qu'il est évident que les cliniques privées qui sont autour de Bichat, autour de chacun de nos hôpitaux, ont reçu des patients, ont organisé leur filière de soins et que l'échelle n'était plus, le périmètre n'était plus simplement l'assistance publique, même avec 35 hôpitaux, mais l'ARS pour avoir du public, du privé, avoir une connaissance de la disponibilité de lits, et tout ceci donnait une réactivité à notre système. Et je vais vous dire, finalement, l'échelle a été nationale. Nous avons transféré 500 patients de l'Île-de-France vers des secteurs en France où l'épidémie avait frappé beaucoup moins fort, et nous avons transféré 500 patients de réanimation. C'est colossal. Même en période de guerre, il n'y a pas eu de mouvement de patients critiques. Je vous rappelle que la réanimation est née au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et même en médecine de guerre, c'est très difficile de voir une telle quantité de patients mobilisés rapidement sur une période courte, transférés dans d'autres hôpitaux. Donc, ça, c'est un élément très, très important. L'autre chose que moi, j'ai trouvé qui a été essentielle, c'est qu'à toutes ces échelles, et SAU, hôpital, et jusqu'à l'échelle nationale, très rapidement, nous avons été capables de mettre en avant les valeurs que nous partageons. Et pour moi, les valeurs ont toujours été notre capacité de réponse pour assurer la qualité et la sécurité des soins des patients et assurer la bientraitance des patients. Parce que la sécurité technique des soins n'a aucun sens si nous ne sommes pas bien traitants avec les patients. Et le deuxième élément, aussi important l'un que l'autre, est d'assurer la sécurité de notre personnel. C'était un élément essentiel face à un nouveau risque émergent. Et aussi la sécurité et les conditions de travail de nos équipes. La qualité de vie au travail, sans tomber dans la caricature de la qualité de vie au travail, que souvent, je ne suis pas tout à fait d'accord avec beaucoup de propos qui sont exprimés à ce sujet. Ça pourrait être à lui tout seul un sujet de débat. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail dans un hôpital? Pour moi, c'était surtout donner du sens au travail que chacun a apporté. Et je vais vous dire, un des éléments essentiels a été ça. Parce qu'une fois qu'on a rappelé les valeurs, les équipes se sont engagées. C'était essentiel que chacun soit un acteur de la réponse collective et qu'il sente qu'il avait un rôle essentiel. Ça a permis de définir des missions, assurer l'accueil des patients Covid, mais continuer à assurer l'accueil des urgences non Covid. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient à l'école du fémur cassé qu'on ne va pas s'occuper, ou quelqu'un qui arrive avec un infarctus qu'on ne va pas s'en occuper, ou quelqu'un qui arrive avec un choc septique pour une pneumonie différente, qu'on ne va pas s'en occuper de cette personne. Donc, vous voyez bien que sur ces missions, que nous avions, sur ces valeurs, nous avons défini des missions pour les patients Covid, pour les patients non Covid. Nous avons défini aussi un certain nombre d'éléments qui étaient essentiels dans cette médecine de crise, qui était l'identification précoce des cas. Donc, toute notre organisation devait être orientée à ne pas laisser circuler même pas une seconde d'un patient dans nos couloirs des urgences, ni entre l'arrivée de l'hôpital et la première fenêtre des urgences, qui pouvait être suspect de Covid. Et il fallait immédiatement donner les éléments de protection pour éviter que d'autres patients soient contaminés et pour éviter que notre personnel soit contaminé. Donc, nous avons fait de cette identification précoce des cas la règle de fonctionnement de nos hôpitaux, dès l'entrée de l'hôpital, même pas à l'arrivée des urgences. Et dans les objectifs généraux que nous nous sommes donnés, bien sûr, on a voulu personnaliser les filières parce que, comme pour toi, Hugues, nous avons été obligés de transférer beaucoup de patients. Nos hôpitaux AP, et à l'échelle de Bichat, nous n'avons pas pu prendre en charge tous les patients, mais les patients qui arrivaient avec des signes de sévérité immédiate, gravissime, ils ont été admis dans notre réanimation. Ceux que nous considérions qui avaient besoin d'une réanimation à proximité, ils ont été mis en maladie infectieuse dans l'hôpital. Ceux qui ont eu besoin
d'un service de soins palliatifs où la possibilité de décider qu'il ne relèverait pas de la réanimation, nous avons monté une cellule de soins palliatifs, une cellule éthique qui décidait de façon collégiale qui le relevait de la réanimation et qui non, pas sur des critères d'âge, mais sur une évaluation collégiale de l'ensemble des données du dossier. Et ça a permis de créer des filières personnalisées qui permettaient de garantir à chacun les meilleurs soins, mais en même temps, la transparence de la décision, l'explication à la famille, parce que nous avons fait de cet élément de la famille une priorité. Je sais qu'après, il y a eu des interdictions des visites, nous pourrions discuter sur quel était le raisonnement, c'était adapté ou pas, mais en tout cas, nous avons fait de l'information de la famille et des patients un élément central. Et on a créé aussi quelques objectifs managériaux qui étaient essentiels, parce que le renforcement des équipes d'encadrement de jour et de nuit nous a semblé par exemple quelque chose d'essentiel. Nos équipes de jour sont habituées à être assez bien encadrées. Nos équipes de nuit, souvent, elles sont beaucoup moins encadrées. Or, dans le contexte Covid, il fallait former le personnel en nouvelles règles, des règles qui changeaient sans cesse. Aujourd'hui, on fait comme ça, demain, on fait d'une autre façon. Aujourd'hui, la règle, c'est une telle, demain, ça change, parce que les données scientifiques évoluaient, on y avait une instabilité scientifique, et il fallait avoir un personnel sur le terrain qui forme les équipes, qui les rassure, qui les accompagne, qui montre quelle est la bonne façon de faire. Et ça a été un élément essentiel dans notre capacité de réponse. Merci beaucoup, Enrique. Et donc, du coup, Nada, parce qu'on a plein de questions qui sont posées. Donc, du coup, voilà. Vas-y, Nada. Exactement. Alors, je rebondis justement sur ce que vous disiez par rapport à la communication avec les familles. Et nous avons beaucoup de questions relativement à la façon dont vous avez communiqué. Alors, à la fois les patients, comment ils ont pu garder le lien avec leur famille et comment les équipes médicales et soignantes ont pu communiquer avec les familles. Je vous propose pour chacune des questions de répondre l'un et l'autre. Comme ça, Oui. ça nous donne, je dirais, une lecture croisée, regard croisé. Je vous remercie. Pour ne pas monopoliser la parole, je te laisse la parole, Hugues, et après on alterne. Alors nous, donc la communication aux familles, comme très rapidement, on a mis en place une cellule qu'on appelle une cellule de l'information des familles, qui était armée par des réservistes et coordonnée par un de nos infirmiers étudiants en médecine en 4e année. Donc un parcours un peu particulier qui était donc réserviste. Et on a eu comme renfort dans cette cellule de famille, de communication en famille, les élèves de l'école de santé des armées de Lyon qui sont venus l'armer. Voilà. Donc ça, c'était le premier élément. On a voulu garder le contact. Au départ, les équipes dans les services Covid ont dit mais nous, on a le temps en fait de le faire et ça nous intéresse en fait d'établir ce contact-là. Et c'était tout à fait recevable. Et en fait, on a bien vu que ce qui était intéressant, c'est que durant toute la crise, cette équipe est restée la même. Et donc, ils connaissaient les patients, ils connaissaient les familles et ils pouvaient en fait avoir créé un lien qui était particulièrement fluide et très intéressant pour les familles. La deuxième chose, c'est que il y a eu très rapidement, quasiment dans les premiers jours, on a souhaité mettre en place des tablettes. Alors, c'était pas possible. Et là, tu peux mettre la dernière diapo, il me semble. La dernière diapo, donc des tablettes, et on a mis des ordinateurs portables qui permettaient aux patients de pouvoir communiquer avec leur famille, sachant que normalement les visites étaient soi-disant interdites. Alors, on a fait dans un cadre militaire et de façon particulièrement cadrée sur le plan de l'hygiène, on a permis quand même sur rendez-vous d'une demi-heure, c'est-à-dire 15 minutes à 20 minutes, pas plus, dans la chambre, à une personne, de venir accompagner quelqu'un de leur famille qui était en fin de vie. Donc, c'était vraiment l'exception que l'on permettait. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, les familles avaient la pétoche quand ils arrivaient. Et c'est vrai que c'était un petit peu le deuxième effet qui se coule. On s'y attendait pas. Et en fait, ils disaient bonjour et ils voulaient surtout ne pas rester dans la zone parce que le risque n'était pas métabolisé. Et là, on voit par exemple ce monsieur
qui est en train de faire progressivement. Les choses se sont mises en place. Tu parlais, Enrique, de façon très juste de la dynamique de crise. Tout ne se fait pas en un temps et les choses se construisent petit à petit et les solutions se mettent en place. Et ça se voit tout le temps, hein, les armées napoléoniennes, partout, donc ça s'est toujours vu. La logistique, en fait, a une cinétique qui n'est pas du tout la même que les personnes de terrain, qui, eux, sont très réactifs, sont très agiles parce qu'on est de l'ordre de l'individu et notamment dans le soin de l'individu vis-à-vis du patient, dans des parcours qui sont déjà un petit peu repérés. Donc là, vous voyez, cette personne, en fait, était dans sa chambre, n'avait pas de masque ni rien et pouvait, avec un protocole d'hygiène spécifique sur les tablettes. Donc ça s'est mis en place. Donc vous voyez, d'innovation, ça s'est mis en place très, très rapidement avec des bornes Wi-Fi et ensuite des bornes 4G. Donc voilà. Donc ça a été un peu ce qu'on appelait les visites virtuelles. Et puis tout ça, ça se fait aussi sur la partie éthique. Et là, je remercie, il y a eu différentes opportunités pour que les philosophes, les personnes aussi, les soignants puissent s'exprimer de façon très constructive sur l'éthique. Et c'est vrai que nous, moi j'avais cette expérience aussi de différentes crises. En tant qu'expert santé du mécanisme européen de protection civile, j'avais été à Haïti sur l'ouragan Matthew, sur le tremblement de terre et puis j'avais en Italie en 2016, et puis aussi sur les attentats de Paris. Et ce qu'on voulait surtout, c'est, j'étais assez obnubilé par le fait que tous, aussi bien les patients que les soignants, on n'est pas à survivre à la crise, mais qu'on puisse vraiment vivre l'après de la crise. Et non pas juste une survie parce qu'on aurait raté le coche, parce qu'on aurait fait des choix à la va-vite qu'on aurait pu regretter. Et la principale façon de se prémunir de ça, c'est de réfléchir ensemble et comme dans toutes les crises, c'est de diluer le risque dans une réflexion collective qui fait partie de cette intelligence émotionnelle qu'on a tous et de cette intelligence dans laquelle on s'inscrit dans l'intelligence collective. Et ça, donc, on a créé un comité d'éthique et de soutien qui a permis de prendre des décisions autant pour le soignant que pour le patient. Et notamment, j'ai vu dans les questions, vous posiez les questions de est-ce qu'il y avait un soutien des soignants. Bien sûr, ça a été mis en place et on a mis ça de façon, on a essayé de faire ça de façon assez douce. Grosso modo, c'est mettre la béquille dans le placard et savoir où est le placard dans lequel est la béquille. Donc, grosso modo, il y avait un numéro de téléphone du psychologue d'astreinte. Il y a eu la possibilité de le voir sans référer au cadre, bien sûr, de façon totalement autonome. Et voilà. Et ça a été très, très peu appelé. Mais comme toujours, comme on dit souvent, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le premier psychologue du groupe reste la machine à café. Et c'est vrai que c'est là où on parle, c'est là où on vide son sac, c'est là où on arrive à se mettre dans un cadre plus global. Et Enrique, tu le disais très bien, tu le décrivais très bien. En fait, ce que l'on a vu de façon micro, on l'a vu complètement en cohérence de façon macro, sous la coordination des ARS. Et ce que tu disais sur l'ARS Île-de-France, nous, on l'a vraiment vu sur le Grand Est, un travail remarquable de coordination avec des acteurs de santé locaux qui ont vraiment chacun pris leur part. Nous n'avions pas de réanimation et on voit bien que, et quelqu'un a posé la question, je crois que c'est Aude, n'a pas de réanimation, mais on a eu beaucoup de patients, on a eu jusqu'à 52 lits spécifiques Covid où les patients, ils se présentaient, il fallait bien les mettre quelque part parce qu'on ne pouvait pas les mettre ailleurs. Et on voit bien que cet afflux, cette vague qu'on pensait se prendre, finalement, nous ne l'avons pas pris à la hauteur de ce qu'on pensait prendre parce qu'il y a cette intelligence collective au niveau régional, puis national et international qui s'est mis en place avec ces transferts qui nous ont permis en fait de créer des places de secteurs normaux de Covid, mais aussi de réanimation et en même temps de les remplir, en même temps de pouvoir faire partir les gens à l'extérieur et de toujours gagner du temps. Et on voit bien qu'en aplatissant la courbe, on a gagné des vies. Et clairement, le système de santé, alors il y a du French bashing à fond les ballons en France, mais au niveau international, il faut bien voir d'où on arrivait. En janvier et février, il y avait encore des grèves, il y avait encore pas mal il y avait une vraie crise au niveau des urgences et cette crise, elle est toujours là.
Sauf que la crise lève le filtre, lève les écrans de fumée et les gens se révèlent vraiment dans leur profondeur et dans leur capacité à s'ajuster. Et on a vu des personnels de santé, mais pas que les personnels de santé, des gens qui ont pris soin du système de santé, les logisticiens, les informaticiens, les aides-soignants, les personnes, les techniciens de surface qui ont été omniprésents au quotidien pour que les soignants de première ligne puissent faire le travail le mieux possible. Et enfin, et surtout, et c'était une des conclusions que je voulais dire, le citoyen qui a compris qu'il fallait se ranger et faire gaffe. Et il faut qu'il continue à le comprendre surtout. Voilà, parce que c'est pas terminé. Et tu disais, Enrique, l'humilité, c'est une vraie réponse. Moi, les deux enseignements, c'est humilité et subsidiarité. Merci. Je reviendrai une seconde voilà. sur le problème des visites. Allez-y. Quitte à choquer, parce qu'il faut lancer le débat, moi j'étais opposé à qu'on supprime les visites. Je considère que les visites, c'est dans l'intérêt des patients. Et donc, sur une valeur déontologique, éthique, j'étais opposé. J'y ai perdu, hein, ça a été décidé à des instances nationales qu'on supprimait les visites sur le principe que s'il y avait un confinement, une restriction de la circulation, ben, on ne pouvait pas autoriser les visites. Et la réponse qui a été mise en place me semblait adaptée. On a mis en place des outils, on a été capable d'être débrouillard, on a mis en place plein de systèmes, le téléphone, la tablette iPad, on a reçu des cadeaux de tablettes iPad, des centaines de tablettes iPad pour qu'on puisse faire ça avec les patients. Ça n'empêche que je pense que ça pose un problème à notre valeur soignante, parce que la visite, pour moi, c'est dans l'intérêt du patient. Et si nous devons tout faire pour être au service des patients, garantir les visites me paraissait un élément essentiel. Et tout du long de la crise, j'ai rappelé à chaque cellule de crise qu'il fallait à un moment lever les interdictions. Et je suis convaincu que j'avais raison. Et je pense que les débats qui viendront maintenant remettront en question ça, parce que le problème était surtout, comme d'habitude, une question d'équipement. Il fallait équiper les visites pour pouvoir garantir leur sécurité. Mais comme d'habitude, et comme disait ma grand-mère, c'est facile de donner ce qu'on a. Ce qui est difficile, c'est de donner ce qu'on n'a pas. Et ce que nous n'avons pas dans l'hôpital, c'est du temps. Et si nous voulons expliquer à une famille, prendre le temps de bien leur expliquer comment ils s'habillent, qu'il n'y a pas de danger, que les visites sont importantes pour une personne en fin de vie, pour une personne âgée, pour une personne qui a du mal à respirer, je suis convaincu que les visites étaient dans l'intérêt et que nous avions l'obligation de donner les moyens et dans les moyens, donner le temps. Le temps. Aujourd'hui, c'est le temps qui nous manquait. En réalité, personne ne me fera croire qu'on n'avait pas le temps. On a toujours le temps, c'est simplement qu'il faut donner la priorité. Un autre élément qui me paraît très important derrière ce débat que vous voyez a une dimension éthique, déontologique, je pense qu'il a une dimension managériale. Au quotidien, je me bats avec un discours qui est de dire à mes équipes la bientraitance des patients, c'est notre valeur centrale. Nous sommes au service de toutes les personnes qui arrivent aux urgences. Il n'y a pas d'excuse. Nous devons en permanence être toujours disponibles et avoir le temps pour faire ce qu'il faut faire. Je n'accepte pas d'excuses pour des patients qui sont dans les couloirs, pour des patients qui attendent, parce qu'on me dit que je n'ai pas eu le temps et qu'il y avait trop de monde aux urgences et que je ne pouvais pas. En termes de management, je ne peux pas avoir un discours hyper exigeant à un moment, et parce que la crise arrive, dire « Bon les gars, c'est la crise, et maintenant, c'est la médecine de guerre et on va faire le plan B. » Je ne suis pas d'accord. La médecine de guerre ne nous donne pas une tolérance au dysfonctionnement, ne nous épargne pas de nos obligations déontologiques et de nos règles éthiques. Et surtout, je pense qu'elle nous oblige à être encore plus exigeants, encore plus rigoureux. Bichat fait 260, 280 patients par jour. Si, dès qu'il y a 300 patients, les gens commencent à faire ce qu'ils veulent, je n'écris plus dans le dossier, je ne fais plus les conclusions, je ne remets plus la lettre au patient qui sort, je ne m'occupe pas correctement d'informer le patient et sa famille, le système part en cacahuète. La crise, elle se construit dans le quotidien.
Moi, ma philosophie, c'est que nous sommes préparés pour une crise si au quotidien nous marchons bien. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans les services d'urgence, mais quitte à heurter, et je fais exprès Jean-Luc, je pense qu'un service d'urgence ne peut pas répondre à une crise s'il n'est pas correctement organisé en termes de valeurs, en termes de mission partagée, en termes d'objectifs à atteindre avec une certaine exigence, parce qu'il faut une exigence. Être chef, c'est cheffer, et donc il faut une exigence pour qu'on atteigne les objectifs de ce que nous voulons faire et que les équipes partagent le sens de cette mission. Si pendant la crise, et je partage ton analyse, Hugues, nous nous sommes bien sortis, il y a 2 ou 3 explications. La première, c'est que nos équipes ont été surmotivées, gonflées à bloc, et elles ont marché comme elles devraient marcher tout le temps, toute l'année. Et elles ont atteint les objectifs. Le deuxième élément pour lequel nous nous sommes sortis pendant la crise, je parle aussi bien à l'échelle des urgences que de l'ensemble de l'hôpital et du système de santé, c'est que nous avons eu des renforts dans les urgences de Bichat, pour parler de quelque chose à l'échelle humaine, un service d'urgence. Nous avons habituellement 9 ou 10 infirmières le matin, 12 l'après-midi. On est passé à 12, 13 ou 14 le matin et 17 ou 18 l'après-midi. Parce que nous avons eu des renforts d'infirmières qui venaient du privé et qui venaient de province. Donc, même si ces patients étaient beaucoup plus consommateurs de moyens, parce qu'il faut s'habiller, se déshabiller, etc., nous avions, croyez-moi, un nombre, une densité en personnel qui nous permettait de le faire. Et la troisième raison pour laquelle je pense que c'est très important, et tu l'as dit, Hugues, c'est que les patients ont eu peur. Et ça, c'est publié dans toutes les revues internationales. En période de crise, les gens ont peur. Ils ont peur de venir à l'hôpital et de le mettre en difficulté. Ils ont peur de venir à l'hôpital et de s'attraper la maladie. Ils ont peur que le système de santé ne soit pas préparé à continuer à prendre en charge leur type de problème. Et nous avons constaté à l'échelle de Bichat, Lariboisière, Saint-Louis et Beaujon, ça fait grosso modo 400 000 patients à l'année entre ces 4 services, 300 000 patients à l'année entre les 4 services, une chute de la fréquentation des infarctus, des AVC, des lumbagos, des douleurs thoraciques, des coliques néphritiques. Celui qui a fait une colique néphritique, il sait combien ça fait mal, entre moins de 50% et moins de 75%. C'est ça qui nous a permis de survivre. Si pendant la crise, tout le monde avait continué à venir aux urgences, tout le monde avait continué à venir à l'hôpital, tout le monde avait continué à demander et à exiger des soins, probablement, même avec tous les renforts, on n'aurait pas pu. Donc, c'est multifactoriel. Et si on peut être fier de notre capacité de réponse, on doit aussi accepter qu'il y a eu des éléments qui nous ont aidés et que ces éléments sont peut-être une perte de chance pour un certain nombre de patients. Par exemple, j'ai vu avant-hier une publication d'un patient avec une colique néphritique qui arrive aux urgences à la fin du confinement avec un abcès rénal. Ça a été des vraies pertes de chance pour certains patients qui auraient pu venir pour des pathologies. Vous avez vu la suraugmentation de la mortalité des morts subites. Ça, c'est des gens qui ont eu mal à la poitrine et qui n'ont pas téléphoné le SAMU et qui ne sont pas venus dans les hôpitaux. Donc, plein d'éléments expliquent notre capacité de réponse. Ce n'est pas uniquement notre organisation, mais je pense qu'on ne doit pas oublier la dimension managériale, les éléments d'engagement qu'un chef doit avoir avec ses équipes, les valeurs partagées, et que ça a été probablement un des éléments déterminants. Et Enrique et Hugues, s'il vous plaît, j'aurais une question justement en parlant du management et de l'efficience. En dehors de cette crise et dans un cadre de projection et de perspective, comment pourrons-nous justement réorganiser les services d'urgence pour répondre à la problématique d'engorgement de ces services en dehors de renfort et dans une situation où on retournerait à un avant-Covid qui ne serait plus
comme avant, sachant que le personnel est épuisé et que la crise est quand même arrivée dans un hôpital qui est, entre guillemets, fragilisé. Hugues, peut-être. Alors, bon, c'est un peu casse-gueule parce que nous, sur le plan RH, c'est vrai qu'on est, on est un petit peu en difficulté depuis longtemps, mais du coup, ça nous a obligés en fait à nous reprogrammer constamment, aussi bien au niveau des internes que des infirmiers, que des médecins, et donc du coup à revoir l'architecture des flux aux urgences. Avec des circuits ultra courts pour des parcours de soins qui n'ont pas lieu de rester à l'hôpital. Ça m'a obligé aussi à faire comprendre à toute l'équipe médicale et paramédicale qu'il fallait optimiser le temps du praticien senior et non pas gérer avec des circuits courts, des circuits longs. Parce que c'est un petit peu, certains, c'est la hantise d'être de garde et de faire que du circuit long, c'est-à-dire les patients avec des pathologies chroniques. Donc, c'est sur ces patients-là plutôt les internes qui apprennent sur ces patients-là, parce qu'au bout de 3-4 de prise en charge de cheville, ils apprennent plus grand-chose et c'est aux seniors de déblayer le terrain. Apprendre surtout que ça sert à rien de laisser attendre un patient aux urgences parce qu'il n'a rien à faire aux urgences pendant 5 heures pour une angine ou pour une piqûre de tique, parce que ça engorge les urgences, parce que ça met de l'insécurité, parce que ça met du stress pour tout le monde, parce que voilà, il faut le faire dégager très très vite, quitte à le réorienter. Et ça, c'est vrai qu'on aimerait bien que les réorientations puissent se faire facilement. Mais encore une fois, dans le management, nous, de nos services, et Enrique est à un niveau supérieur, ne serait-ce que par le volume, mais aussi par sa place de directeur médical, c'est complexe. Complexe de complexus qui est tissé ensemble. C'est-à-dire que toutes les solutions, si on trouve une solution localement, il faut qu'elle puisse s'intriquer avec des solutions plus globales, et notamment avec le préhospitalier, la gestion en fait au niveau des libéraux. On voit bien que, par exemple, dans le Val-de-Marne, il y a des travaux qui sont remarquables faits par les infirmiers sur la prise en charge par les infirmiers libéraux en cas de situation sanitaire exceptionnelle, d'afflux de blessés dans les hôpitaux, pour pouvoir désengorger des services et renvoyer à l'hôpital et faire de la place pour voilà. Et les libéraux qui se mettent finalement en fait sur ce créneau-là. Donc c'est très intéressant de voir comment le renfort peut être utilisé, comment le tissu social peut être utilisé en fonction de la typologie de la situation sanitaire exceptionnelle. On pourrait dire que les urgences vivent une situation sanitaire exceptionnelle depuis longtemps. Mais encore une fois, si chacun tire la couverture à soi dans le lit conjugal, eh ben, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y aura toujours un qui aura froid quand l'autre aura chaud. Alors qu'en fait, il faut réviser le système de chauffage de la maison. Donc, voilà. Donc, le système, il est complexe et il faut pas avoir peur de cette complexité-là. La deuxième chose, c'est que réellement, pour moi, la solution, et on voit bien, c'est le patient partenaire. Vraiment, c'est pas parce que j'ai envie de faire de la pub pour mon bouquin, c'est parce que j'y crois. Parce que j'y crois. Parce que si on éduque le patient de façon globale, dès le plus jeune âge, à savoir prendre soin de lui, à savoir prendre en charge une plaie, par exemple, tout simplement, ne pas aller à l'hôpital dès qu'on a le moindre bobo, parce qu'on ne sait pas où aller, donc on va à l'hôpital, c'est la solution. On appelle les pompiers, c'est la solution, on prend l'ambulance, on consomme, on n'y arrivera pas, et ça va toujours coûter toujours plus d'argent. Donc, je crois que le patient, réellement, Oui. voilà. Et ça, c'est pas le système de santé qui doit éduquer le patient. On ne peut pas éduquer un patient qui arrive de façon inadaptée aux urgences, parce que la moyenne de passage aux urgences d'un patient, c'est une fois tous les 5 ans. Donc voilà, donc c'est pas sur des millions, c'est pas énorme, donc c'est pas comme ça qu'on va l'éduquer. Mais c'est dès l'école, voilà. Tu parlais de. Alors, Hugues, Ouais. on a énormément de questions. Oui. Je passe la parole. Oui. Oui, non, mais c'était sur le management. Enrique qui a bougé, qui est allé dans un autre endroit. Je voulais vous. Vas-y, termine, excuse-moi. C'était par rapport au management d'équipe et management de crise. Et c'est vrai que chez l'urgentiste, c'est un petit peu dans la culture quand même de manager la crise, puisqu'on gère la crise du patient, on gère plusieurs patients à la fois. On n'est pas comme dans un service où les choses sont assez normées. Et lorsqu'il n'y a plus de lit, il n'y a plus de lit, quoi, hein. On ne fait plus rentrer les gens, on ne pousse pas les murs. Aux urgences, on pousse les murs parce que les patients, on ne peut pas les refuser. C'est pour ça que nous, on a pris du Covid alors qu'on n'avait pas de réanimation. Parce que les patients, ils se présentent spontanément. On ne peut pas leur dire, alors qu'ils sont en détresse respiratoire, partez.
partaient. Donc, on les prend en charge. Et donc, on a été obligé d'innover. Et il y a une phrase qui est un peu ancrée dans le service, c'est la recherche en fait, d'excellence en situation d'inconfort. Cette recherche d'excellence en situation d'inconfort, ça doit être elle est dans la culture de l'équipe. Et en temps de crise, on ne doit pas envoyer des impossibles. On doit envoyer des possibles. L'impossible l'impossible ne doit pas faire partie du langage. Et chaque problème, chaque impossible est un nouveau tremplin vers quelque chose, vers de l'innovation. Merci. Hugues, désolé, on a trop de questions, donc je voudrais laisser la parole à Enrique. Si Enrique peut me donner une ouverture aussi à l'échelle du territoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien quand même avec l'activité ambulatoire, qui a eu un rôle extrêmement important aussi dans la gestion de cette crise. Et donc, du coup, quel est ton regard aussi sur ce périmètre à l'échelle du territoire? Je répondrai 2 mots sur la problématique des urgences, qui est un sujet qui me tient à cœur. Je suis très polémique quand je dis ça, mais je pense qu'il faut arrêter. On a passé l'âge et je pense que nous sommes responsables du denier public et que nous avons l'obligation de répondre à un certain nombre d'exigences. Moi, je considère qu'aux urgences, nous devons avoir une organisation rigoureuse. Il y a plus de 2000 outils proposés. On a tendance à être des déterministes et on pense que parce que j'ai mis un circuit comme ça, j'ai mis un MAO comme là, ou j'ai fait autre chose, j'ai résolu le problème. Il faut tout mettre en place, tout travailler en même temps et surtout créer une dynamique forte avec les équipes, partagée, avec une exigence, parce que les équipes respectent quand il y a une motivation, quand il y a du sens à ce que nous faisons. Et ça, c'est les urgences de Bichat, un lundi après-midi. Il n'y a pas un patient dans les couloirs, parce qu'on doit partager une valeur. Et la valeur, c'est qu'un patient dans les couloirs, c'est de la maltraitance. Qui aimerait que quelqu'un de sa famille soit sur un couloir en train de pourrir pendant des heures? Et entre-temps, les médecins sont assis en disant « je ne peux pas examiner les malades parce qu'il n'y a pas assez de box ». Ce n'est pas vrai. Il faut être exigeant, et il faut être exigeant d'abord avec soi-même. Ça, c'est ma philosophie, et c'est comme ça qu'on arrive à faire ça. C'est sûr que ce n'est pas simple. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui disent que je suis un dictateur et un ancien militaire. Ce qui est vrai, je suis un ancien militaire, moi aussi. Mais ça n'empêche que si on partage la valeur, ça marche. Il faut que celui qui vient travailler avec toi, il partage ta valeur. Nous sommes au service des patients. On ne laisse pourrir personne et en aucun cas on laisse quelqu'un dans un couloir parce que c'est de la maltraitance. Alors, ce que tu dis, oui, Enrique, c'est marrant parce que toi, tu es à 250 patients jour et tu arrives. Oui. J'entends mal, Hugues. Et je voudrais, excusez-moi, je reprends la main. Enrique, est-ce que tu peux poursuivre ton raisonnement sur la question des territoires? Voilà, enfin, la partie ambulatoire, s'il te plaît. Tout à fait. Parmi les outils que nous avons à mettre aux urgences, moi je suis convaincu que nous avons l'obligation de ne plus avoir un regard uniquement SAU sur notre problématique. Nous devons avoir un regard territorial. Nous devons nous intégrer dans les réseaux, nous devons nous intégrer dans les CPTS, nous devons travailler avec les EHPAD, nous devons travailler avec les hôpitaux à proximité, avec les cliniques, nous devons travailler avec les médecins généralistes, avec les pharmaciens, et je vais vous donner quelques exemples précis. Tout patient doit sortir des urgences avec un compte rendu dans sa main. Et la secrétaire le lendemain doit envoyer un compte rendu au médecin traitant. Où c'est, chers collègues, votre patient, monsieur machin, est venu aux urgences tel jour à telle heure, et on imprime la conclusion. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, c'est un jeu d'enfant. Et cette conclusion, elle doit être pertinente. Ce n'est plus possible de faire des conclusions AVC, pneumopathie. Ça, le vigile de l'entrée de l'hôpital a fait le diagnostic de l'AVC. Nous, on doit être quelque chose qui traduit, un, le respect que nous avons aux patients, et deux, le respect que nous avons vis-à-vis de notre collègue en ville. Donc, il y a une exigence pour pouvoir nous intégrer dans les réseaux et être des acteurs importants dans la gestion de ce réseau. Autre chose qui me paraît essentielle, quand on parle de réseau, et vous voyez l'importance que je donne au réseau à l'extérieur de l'hôpital, c'est aussi le réseau à l'intérieur de l'hôpital.
Et si pendant la crise Covid, ça a bien marché, et tous les médecins et toutes les infirmières des urgences me disent que le Covid revienne, je n'ai aucun problème, c'est qu'on claquait des doigts et on avait des lits dans l'hôpital. Ce n'est jamais les patients qui viennent en nombre qui encombrent les urgences. Ce qui encombre les urgences, c'est le peu de patients que nous avons à hospitaliser et qu'il faut que je vende de mon âme au diable pour trouver un lit. Mais avant de lancer la pierre à nos collègues parce qu'ils ne nous prennent pas les patients, il faut aussi être capable de se faire le reproche. Pourquoi je fais autant d'examens inutiles? Pourquoi je pose autant de perfusions inutiles? Pourquoi je fais autant de radios inutiles? Et pourquoi, du coup, je surcharge mon service et moi-même, je me mets en difficulté? Si nous étions beaucoup plus pertinents dans la prescription des examens, dans la prescription des actes de radio, dans la prescription des perfusions et des traitements IV, dans la prescription de la radiologie et des examens sophistiqués, à ce qui relève réellement de l'urgence, et les autres patients, on les mettait sur des filières de soins personnalisées avec beaucoup de respect et en expliquant aux gens le pourquoi, nous aurions beaucoup moins de difficultés, nous serions plus respectés par nos collègues de l'hôpital et nous aurions plus de facilité à trouver les lits. Ça, ce serait dans un monde parfait. La vérité, c'est qu'on peut être très exemplaire et que l'hôpital pose des problèmes parce qu'il y a une opposition d'intérêts dans la gestion des lits. Ça n'empêche qu'à la sortie de cette crise, nous avons démontré que le problème, c'est beaucoup plus la gestion des lits que le flux de patients aux urgences. Et nous devons aujourd'hui, je pense que ce serait inacceptable que dans les semaines qui viennent, on revienne au modèle old way de les urgences, ce n'est pas mon problème. Aux États-Unis, tu visites les services d'urgence, que ce soit universitaire ou pas, ils font beaucoup plus de publications que nous en France, et pareil le reste de l'hôpital, et tout l'hôpital est construit autour de son service d'urgence. Parce que le service d'urgence est vu par l'hôpital, non seulement comme un lien puissant avec la ville, c'est essentiel, c'est vu comme un moteur d'activité. Lorsque l'hôpital est en difficulté d'activité, les urgences, c'est un moteur d'activité, c'est un booster qui permet à l'hôpital de continuer à gagner de l'argent. Je sais que ce n'est pas la mode de parler d'argent, mais je vous garantis que le monde d'après, l'argent restera important. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à penser ça, mais je pense qu'on a vécu des guerres, on a vécu des épidémies, on a vécu des drames bien pires que le Covid, et l'argent est toujours resté l'argent. Et il faut qu'un hôpital reste aussi un outil performant et un outil financièrement viable pour que nous soyons crédibles. Merci beaucoup Enrique. Alors, il nous reste quelques minutes et on ne peut pas ne pas poser la question du contexte actuel de la transformation de nos organisations, le plan Ségur de la santé. Alors, Hugues, désolé, je vais t'interroger sur cette question et compte tenu du périmètre un petit peu atypique dans lequel tu exerces, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Enrique a dit tout à l'heure, il faut tirer les enseignements quand même de cette expérience quand même de la gestion de cette pandémie. Et dans le contexte du plan Ségur de la santé, quelles seraient, en toute humilité, quelques recommandations qui seraient intéressantes à prendre en compte du fait de l'expérience que tu as eue, Hugues, jusqu'à ce jour. Et ensuite, je poserai la même question également pour Enrique. Là, vous m'entendez bien, là? Vous m'entendez bien ou pas? Moyen. Là, c'est mieux. Voilà. C'est mieux? Ok. Voilà. Merci pour ton effort de synthèse, Hugues, parce qu'il nous reste quelques minutes. Militaire, je vais être très synthétique parce que, en fait, le Ségur de la santé, je ne pense pas que j'aurai droit à pouvoir en discuter et en parler. Mais encore une fois, je pense que chacun doit réfléchir sur non pas quelle est sa profession aujourd'hui, mais en quoi il fait profession. Et quel est le sens réel de notre engagement en tant que soignant. On peut être tous soignants, on l'a tous montré dans cette crise-là, il faut continuer à l'être. Il faut continuer en fait à prendre soin de notre système de santé et des uns et des autres. Et, parle plus fort sur le micro. Et il faut faire ça avec une grande humilité. Je reviens là-dessus. Le terrain guide tout le temps. Le terrain guide tout le temps. Il y a un élément et que je voudrais évoquer dans la relecture que l'on doit avoir de toutes les prises de position que l'on a vues sur cette crise. Beaucoup. La crise s'est invitée chez nous. La crise s'est invitée chez des gens dans leur maison. Alors qu'ils nous applaudissaient à 20h tous les soirs,
et se reprogrammer intellectuellement, socialement, économiquement, complètement, avec des crises majeures qui se profilaient pour eux, alors que nous, soignants, nous avons aucune angoisse sur notre avenir socio-professionnel. Plus près, on t'entend pas, Hugues. Plus près. Voilà. Voilà, un petit problème de connexion. Voilà. Continue. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bon? C'est bien, parfait. Ce que je voulais dire, c'était que pendant qu'il y avait des patients qui nous applaudissaient à 20 heures, alors que nous avions complètement métabolisé le risque, que nous étions, c'est vrai, en première ligne, nous n'avions aucune angoisse, aucune inquiétude sur notre avenir socio-professionnel, alors que se dessinait pour une grande majorité des gens, de la population française, une crise majeure post-Covid qui était celle de leur reprogrammation économique et professionnelle, et ça, ils vont le vivre. Alors que nous, on n'a aucune angoisse sur notre avenir. Au contraire, notre système va, on espère, et ce que disait Enrique, on espère aller de l'avant. Il y a un élément que je voudrais, et j'aimerais bien que tu mettes la slide 9, qui permet de nous guider. On revient dans la crise, s'il te plaît, Nada. C'est dans notre relecture de la crise et dans les perspectives. Il faut absolument, on voit bien, les experts de crise ne se font pas avoir, tu arrives, Nada? Voilà, par les biais émotionnels et cognitifs. Donc ça, je vous invite à lire ce livre-là de Nadine Kaka, les 6 biais émotionnels et cognitifs influenceurs. Et ça, dans le Ségur de la santé, il faut pouvoir aller de l'avant. Enrique, il le dit. Enrique, avec 250 passages jour, voire 300 passages jour, il arrive à ne mettre personne dans les couloirs. Moi, je ne sais pas quel est ton passage. Moi, j'ai une 50aine de passages jour. J'ai mes temps de passage entrée et sortie du patient qui sont à 1h50. Voilà, on arrive à faire des choses qui sont possibles. Et voilà, attention aux aversions aux pertes, aux risques, la surévaluation des bénéfices immédiats, le tendance au conformisme, les biais de confirmation d'hypothèses. Ça, dans les thérapeutiques que certains ont proposées, par exemple, et on ne va pas rentrer dans le débat, on était dans ces biais de confirmation. Et la soumission aux figures d'autorité, ça, être autoritaire, c'est bien, et l'autorité, je rappelle que c'est celui qui élève, celui qui construit, celui qui porte. Et ça, on peut complètement, c'est la slide 11, Nada, c'est en aucun cas celui qui va forcer, c'est en aucun cas celui qui va donner des ordres de façon abrupte. Donc voilà, on peut tous être manager de l'autorité en temps de crise, et dans le Ségur, on peut tous porter le système, en effet. Et donc c'est peut-être ce message-là que je voudrais que les gens puissent aborder ce Ségur avec cette notion, il faut augmenter le système, et pour pouvoir le permettre un avenir, comme disait Saint-Exupéry. Merci beaucoup. Je donne la parole tout de suite à Enrique. C'est la même question, et quels sont, en toute humilité, vraiment les enseignements et surtout les recommandations voilà, que l'on doit prendre en compte quand même, compte tenu de l'urgence. Hein. On est encore en situation d'urgence. Moi, ce que j'attends du Ségur de la santé, ou je ne sais pas si c'est l'outil, mais le gouvernement a proposé ça, je pense qu'il faut vraiment se remettre en question. Ce n'est pas parce que nous sommes soignants que nous sommes nobles et que nous avons toutes les valeurs infuses. Hein. Il faut arrêter. Parmi les soignants, il y a des gens aussi qui sont des matérialistes, qui sont absolument xénophobes et qui peuvent avoir une perte de valeur. Et c'est notre milieu hospitalier, c'est aussi la traduction de l'ensemble de la société. Je ne lance la pierre à personne, mais ce n'est pas parce que je suis médecin que j'ai le droit et la sacro-sainte parole. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les personnes, et parce que je considère que je suis soignant, que je dois être au-dessus. Je pense que c'est une question de conviction, une question de compétence et une question d'idéologie. On ne peut pas travailler dans un hôpital, on ne peut pas travailler dans la santé, même si c'est privé ou public, si on n'est pas au service des gens. Si on n'a pas en plus une notion d'un travail en équipe. C'est terminé l'époque où j'étais le super chirurgien et tous ceux qui travaillaient avec moi étaient des nuls, mais moi j'étais tellement bon que j'étais capable de tout faire. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens, ils veulent une bonne équipe où il y a un bon médecin, où il y a, avec des valeurs humaines et techniques, où il y a une bonne assistante sociale, une psychologue, des bonnes infirmières, des bons directeurs, des bons logisticiens. On travaille en équipe.
Et c'est ça ce que j'attends du Ségur de la santé. J'attends qu'on redonne du sens à tous les métiers, qu'on augmente l'attractivité, parce que notre difficulté au quotidien, c'est qu'on n'arrive plus à recruter des médecins, des infirmières pour faire le travail. Et c'est parce que nous avons un problème probablement de carrière, de lisibilité de carrière et de progression dans la carrière. Et nous avons un problème aussi de revenus. Les revenus ne sont plus en accord avec le coût de la vie dans les endroits où les hôpitaux se trouvent. Je pense qu'il y a un problème avec ça. Excellent. Oui, Hugues, un dernier mot. Alors, s'il peut être en lien avec les familles et les patients, parce que parmi les participants, il y en a qui sont en lien aussi avec des situations extrêmement difficiles et éprouvantes. Ces messages d'espoir que vous transmettez, voilà, est-ce que Hugues, tu peux faire un lien aussi avec justement les patients et les familles qui nous écoutent? Les patients et les familles. Alors, on pourrait mettre le 13, la slide 13. C'est une slide un peu générale et c'est l'esprit en gestion de crise. Pour les patients comme les soignants, c'est quelle est l'opportunité de la crise. Cette crise, en fait, nous arrive de Chine. Et en Chine, la crise, c'est le Wei Ji. Le Wei, c'est le temps du danger. Il faut le métaboliser, il faut l'analyser, il faut le considérer. Et puis le Ji, c'est le temps de l'opportunité. Si à chaque fois que vous avez une crise du quotidien, vous le voyez sur le Wei Ji et vous y préparez, et ben vous allez pouvoir en fait mieux aller de l'avant et voir les perspectives qui vous permettront de voir que après la nuit, il y a toujours le jour. Et donc pour les patients et les patients chroniques, et ben oui, en effet, peut-être que le grand oublié, ça a été le patient chronique, parce qu'il a eu des vraies angoisses chez lui, parce qu'il a eu peut-être des pertes de chance, parce que tout s'est arrêté, parce qu'on ne savait pas quelle était la dynamique, le temps que ça allait durer, parce que on s'est complètement centré sur la maladie. Mais voilà, les choses se reprennent et il y a eu une accélération, notamment dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est consultation à distance. Enrique le disait bien, on ne peut pas tout faire à distance. On ne peut pas prendre en charge une plaie, on ne peut pas prendre en charge un patient et lui expliquer ce qui va se passer quand on lui annonce un cancer. Ça ne se fait pas à distance. On fait pas, voilà. Il y a des choses on doit, le lien et le contact est fondamental, mais il y a des choses en fait sur lesquelles on a accéléré et on a mis les moyens en fait pour le faire. Donc c'est vrai que pour les patients, pour les proches aidants, il y a eu des vraies problématiques. Moi, père d'un enfant polyhandicapé avec des traits autistiques, ma femme est partie pendant 2 mois avec toute la famille en confinement. Moi, j'étais en confinement extérieur. Et ben, je peux vous dire que lorsque on gère tout seul un enfant qui a des traits violents, qui a des troubles de comportement, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Et il y a des familles entières qui ont vécu ça, en fait, et qui ont vécu l'enfer beaucoup plus que nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Un mot de conclusion, Enrique, on ne te voit pas, mais on t'écoute religieusement. Les participants sont ravis de vous entendre tous les deux. Enrique, voilà, quelques mots pour conclure. On arrive malheureusement à la fin, mais je pense que voilà, tu as probablement encore des messages. Je dirais vraiment que personne ne sait aujourd'hui si nous allons avoir des nouveaux pics épidémiques ou pas avec le Covid. Je crois qu'il faut être humble. Il est fort probable que nous continuions à avoir pendant l'été des clusters comme nous en avons actuellement, plus de 200. C'est ce qui est arrivé à Pékin. Et que probablement au fur et à mesure que chacun d'entre nous commence à abandonner les règles de distanciation sociale, on se refait la bise, on se serre les mains. Pendant les vacances, il y a la rentrée, on commence à lâcher un petit peu la rigueur. Peut-être un de ces clusters pourrait nous échapper et à ce moment-là, on commencerait à avoir des cas qui ne sont plus groupés, mais des cas indépendants. C'est ce qui arrive en Chine et il faudra probablement reconfiner, peut-être pas à l'échelle nationale, mais peut-être à l'échelle d'une ville, d'un quartier, d'un département. Et donc, c'est quelque chose qui nous guette. Et je crois qu'il faut garder les points forts et les points faibles de cette première expérience et rappeler l'importance de l'engagement de nos équipes, l'importance des stratégies managériales, l'importance de l'encadrement des équipes sur le terrain.
l'importance des signes de reconnaissance qui ne peuvent pas s'arrêter à uniquement 300 € par mois ou une prime de 1 000 €. Les signes de reconnaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe si nous voulons garder la motivation de nos équipes, l'importance de travailler en équipe, l'importance de travailler en réseau, l'importance d'être à la disposition des gens. Et moi, je dirais que c'est ça ce qu'on a appris, ça nous a rappelé, je terminerai avec cette belle phrase, qu'être médecin, qu'être soignant, c'est tenir la main des gens. Ce n'est pas autre chose. Un grand merci de ce message d'espoir et de cette forte implication. On sent votre passion et puis on voit aussi les enseignements parce que comme tu disais, Hugues, c'est une crise et c'est aussi une opportunité pour aller de l'avant, pour améliorer encore plus les services d'urgence et le système de santé à l'échelle nationale. Merci encore de votre disponibilité. Désolée de ne pas avoir pu peut-être reprendre toutes les questions, mais c'est une raison de vous donner rendez-vous rapidement avec nos experts à l'occasion d'une future rencontre. Merci beaucoup Hugues, merci Enrique. Je vous souhaite une très bonne soirée et portez-vous bien.